financier présumé du génocide au Rwanda, Félicien Kabuga, a comparu ce mercredi pour la première fois devant le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux 2 semaines après son transfert à La Haye depuis la France. Cela fait bientôt 1 semaine que le conflit a commencé dans le nord de l'Éthiopie entre la région du Tigré et l'État fédéral. Malgré la pression de la communauté internationale, Abiy Ahmed reste intraitable. L'homme fort des autorités maliennes installé après le putsch du 18 août, le colonel Assimi Goïta a la haute main sur la composition du futur organe législatif censé ramener les civils au pouvoir. C'est ce que révèlent des décrets rendus publics ce mardi. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Direction la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, réélu à la tête de la Côte d'Ivoire pour un 3e mandat controversé, devrait en principe rencontrer ce mercredi à Abidjan 17h locale son principal opposant, l'ex-président Henri Konan Bédié, pour tenter de mettre fin aux violences électorales. Ces violences ont déjà fait 85 morts depuis août, selon le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. Et justement de la Côte d'Ivoire, parlons-en. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a estimé à 8000 les personnes qui ont fui la Côte d'Ivoire vers les pays voisins, principalement le Libéria, en raison des violences liées à l'élection présidentielle. On fait le point. Au 9 novembre, plus de 7500 Ivoiriens avaient fui vers le Libéria, à la frontière du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Plus de 60% des arrivants sont des enfants, dont certains sont non accompagnés ou séparés de leurs parents, précise HCR, faisant état également de l'arrivée de personnes âgées et de femmes enceintes. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR prévoit d'acheminer du ravitaillement pour jusqu'à 10 000 réfugiés au Libéria, selon un communiqué. Plus de 500 Ivoiriens sont également arrivés au Ghana, en Guinée et au Togo, où ils reçoivent une assistance immédiate, indique l'agence onusienne. La journée de lundi a été marquée par de nouvelles violences dans le centre de la Côte d'Ivoire, faisant 9 morts alors que l'opposition avait appelé à une journée de mobilisation. Une 50aine de personnes sont mortes dans des violences liées à l'élection présidentielle depuis l'annonce en août de la candidature du président Alassane Ouattara à un 3e mandat controversé. L'opposition ne reconnaît pas la réélection de Alassane Ouattara et a annoncé la création d'un régime de transition. Plusieurs de ses leaders ont été emprisonnés ou sont bloqués chez eux par les forces de l'ordre, comme Bédié. La crainte d'une escalade des violences reste présente dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait fait 3000 morts, ainsi que 300 000 réfugiés et 1 million de déplacés internes en Côte d'Ivoire, selon HCR. Le financier présumé du génocide au Rwanda, Félicien Kabuga, a comparu ce mercredi pour la première fois devant le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux 2 semaines après son transfert à La Haye depuis la France. Accusé notamment de génocide, Félicien Kabuga a été arrêté en mai près de Paris après 25 ans de cavale. Âgé de 84 ans selon le mandat d'arrêt, de 87 ans selon ses dires, il est accusé d'avoir participé à la création des milices Hutus interamouées, principaux bras armés du génocide de 1994, qui fit 800 000 morts selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. Il devait initialement être transféré à Arusha pour y être jugé par le MTPI, qui possède une division en Tanzanie et une aux Pays-Bas, mais a finalement été envoyé à La Haye dans l'attente d'un examen médical. La première comparution de Kabuga devant le MTPI, structure chargée d'achever les travaux du tribunal international pour le Rwanda, a eu lieu mercredi à 14h à La Haye. Un premier rapport médical recommande en effet que cette comparution ait lieu par visioconférence en raison des inquiétudes liées à la pandémie de la COVID-19. Le rapport indique également que plusieurs aspects de la santé de Kabuga nécessitent un examen plus approfondi, a précisé le MTPI. Ancien président de la tristement célèbre radio-télévision libre des 1000 collines, qui diffusa des appels au meurtre des Tutsis, il conteste l'intégralité des 7 chefs d'inculpation qui le visent. Félicien Kabuga est également soupçonné d'avoir contribué en 1993
à l'achat massif de machettes qui seront distribuées aux miliciens en avril 1994, une accusation qui appuie la thèse d'une planification du génocide jamais tranchée par la justice internationale aux grandes dames de Kigali. Cela fait bientôt une semaine que le conflit a commencé dans le nord de l'Éthiopie entre la région du Tigré et l'État fédéral. La communauté internationale tente de pousser le Premier ministre Abiy Ahmed au dialogue avec le pouvoir tigréen, mais Abiy Ahmed reste intraitable. Abiy Ahmed semble impossible à raisonner. Pour l'instant, ce mardi matin, le Premier ministre éthiopien a déclaré que l'opération continuait comme prévu et qu'elle prendrait fin dès que la junte criminelle serait désarmée, une administration légitime installée et les fugitifs traînés en justice. Le prix Nobel de la paix a même annoncé qu'ils seraient tous bientôt arrêtés. Dans le même temps, le pouvoir fédéral communique sur ses victoires. Selon les autorités, l'armée aurait pris le contrôle de l'aéroport de Oumera. Des membres des forces spéciales, policiers et miliciens du TPLF se seraient rendus selon Addis Abeba, qui confirme avoir aussi repris Maïdali, Dansha, Baker et Ligoudi. Des informations impossibles à vérifier de sources indépendantes. Malgré tout, la communauté internationale continue de pousser au dialogue. Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, a appelé à la cessation immédiate des hostilités et au respect des droits humains. Le diplomate demande la recherche d'une solution pacifique et propose au passage les bons offices de l'Union africaine. Mais Addis Abeba fait pour l'instant la sourde oreille, même si Bilene Seyoum, porte-parole du Premier ministre, assure qu'Abiy Ahmed ne rejette personne. Néanmoins, l'Éthiopie est un pays souverain, dit-elle. En attendant, l'inquiétude ne cesse de grandir dans la région. D'après l'agence de presse soudanaise, des réfugiés éthiopiens auraient commencé à traverser la frontière, notamment des familles et une trentaine de soldats fédéraux. L'homme fort des autorités maliennes installé après le putsch du 18 août, le colonel Assimi Goïta à la haute main sur la composition du futur organe législatif de la transition censé ramener les civils au pouvoir. C'est ce que révèlent les décrets rendus publics ce mardi. Après la désignation d'un président, d'un premier ministre et d'un gouvernement de transition entre fin septembre et début octobre, les autorités dominées par les militaires s'attellent à présent, apparemment non sans mal, à la création du troisième organe de cette transition, le Conseil national. Il s'agit de l'organe législatif. La présidence a rendu public mardi 2 décrets datés de la veille et fixant les modalités de désignation des membres du Conseil et la répartition des 121 sièges. 22 membres représenteront les forces de défense et de sécurité, 11 les partis politiques, 8 le mouvement dit du 5 juin qui a mené la contestation contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta jusqu'à ce qu'il soit déposé par les militaires. Les autres sièges se répartissent entre d'anciens groupes rebelles armés, les organisations de la société civile, les cultes religieux ou encore les syndicats. C'est le vice-président, le colonel Assimi Goïta, qui reçoit la liste des candidatures et, après examen des dossiers, arrête la liste des membres du Conseil, dit l'un des décrets. La liste définitive fera l'objet d'un décret du président de la transition, Bandao, lui-même un ancien officier sorti de sa retraite. Les candidatures doivent être soumises dans les 48 heures suivant la publication du décret. Ces décrets renforcent l'emprise des militaires sur la transition et celle du colonel Goïta, chef de la junte qui avait pris le pouvoir après le putsch du 18 août et organisé la transition en cours. Les colonels se sont engagés à rendre le pouvoir à des civils élus au bout de 18 mois. Un groupe de personnalités de la société civile et du milieu des affaires a publié une lettre ouverte intitulée « Gardons le cap » pour s'inquiéter de la lenteur de la transition et de la prééminence conservée par les militaires. À défaut de preuves de progrès, il est à craindre que les Maliens aient tendance à conclure, comme l'adage populaire, « tout ce bruit pour rien, met-il en garde ». Le roi de Kumbo, dans la région du nord-est du Cameroun, kidnappé la semaine dernière en même temps que le cardinal Christian Tombi, a été libéré mardi après 5 jours de captivité en zone anglophone, en proie à un conflit entre l'armée et les séparatistes. Reportage.
Sem Mbinglo, le Fondonso, chef coutumier d'une royauté proche de Kumbo dans le nord-ouest, l'une des deux régions anglophones avec le sud-ouest, était retenu depuis jeudi avec 5 autres personnes par des ambazoniens, séparatistes qui veulent transformer la partie anglophone du Cameroun en un État indépendant selon les autorités locales. Le cardinal Christian Toumi, 90 ans, archevêque émérite de Douala, avait été relâché au lendemain de son enlèvement, mais le chef coutumier et ses proches étaient restés en captivité. Selon un haut responsable de l'administration locale du département du Lungo Ketundia, l'armée n'est pas intervenue pour cette libération. Tout s'est passé entre les ravisseurs, les otages et leurs proches. Les rebelles séparatistes anglophones armés se livrent fréquemment à des rapes, y compris de personnalités depuis le début de ce conflit il y a près de 4 ans. Ces enlèvements aboutissent d'ordinaire à la libération relativement rapide des otages, contre rançon ou au terme de négociations, mais quelques très rares personnes ont été exécutées, notamment des membres des forces de l'ordre, des enseignants et des civils accusés de collaborer avec l'État, qui attribuent toujours ces rapes, jamais revendiqués, au groupe séparatiste. Des représentants libyens de tous bords reprennent des pourparlers directs en Tunisie sous l'égide de l'ONU, relançant l'espoir d'un accord sur un nouveau gouvernement unifié et l'organisation d'élections après 9 ans de conflit. Reportage. Des représentants libyens de tous bords ont débuté lundi des pourparlers directs en Tunisie sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, relançant l'espoir d'un accord sur un nouveau gouvernement unifié et l'organisation d'élections après 9 années de conflit. Dans le sillage d'une embellie diplomatique, ce forum de dialogue politique réunit durant environ une semaine 75 Libyens de tous bords à Gamar, près de Tunis. Ces participants ont été sélectionnés par l'ONU, y compris parmi les deux principaux camps rivaux, celui du gouvernement d'union nationale et celui du maréchal Khalifa Haftar. L'objectif est de sortir la Libye du chaos dans laquelle elle a sombré après la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 dans le contexte du printemps arabe. Toutes les initiatives diplomatiques des dernières années ont échoué à résoudre ce conflit qui a vu l'implication croissante de puissances étrangères. Le gouvernement d'union nationale est soutenu militairement par la Turquie, tandis que le camp du maréchal Khalifa Haftar est notamment appuyé par les Émirats arabes unis, la Russie et l'Égypte. À Gama, un accord sur l'organisation d'élections nationales à court terme doit favoriser la fin d'une période de transition indéterminable qui a miné donc les institutions et leur capacité à répondre aux besoins des Libyens. Les participants sont aussi chargés de choisir un conseil présidentiel de 3 membres représentant la Cyrénaïque située à l'est et la Tripolitaine à l'ouest et le Fezzan au sud, les 3 grandes régions libyennes et un chef de gouvernement. Ils devront s'accorder sur la façon de faire valider ces nominations par les institutions libyennes. Ce forum de Gama comprend 26 membres désignés par le Parlement pro-Haftar et le Haut Conseil d'État, l'équivalent d'un Sénat basé à Tripoli. Les 49 autres participants ont été invités par l'ONU de façon à représenter les différents pôles du pouvoir et de la société, villes, tribus, forces politiques. Cette édition est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.